Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ces échanges avec le public venu à l'Union des entreprises de proximité, que je remercie de nous accueillir, puisque pendant que le théâtre de l'école alsacienne est occupé par les remarquables représentations, les non moins remarquables concerts que donnent les élèves, nous avons pour cette fois bénéficié de l'hospitalité de l'Union des entreprises de proximité, que nous remercions bien évidemment. Nous avons donc traité un seul sujet dans notre première émission avec Jean-Louis Bourlange, avec Béatrice Gibelin, avec Richard Verly et avec Lionel Zinsou. Nous avons traité un seul sujet qui est le sujet des différents problèmes qui travaillent la société française, de l'immigration à la violence, du narcotrafic à l'infiltration ou non des frères musulmans. Et c'est donc autour de ces thèmes que nous allons maintenant échanger avec notre public. Et si vous voulez bien, monsieur, appuyer sur le micro, c'est à vous. On m'entend là ? Oui. Je voudrais faire 2 remarques rapides que j'avais préparées avant même la séance, parce que je me doutais un petit peu qu'on allait parler des sujets graves et inquiétants. La première remarque, c'est que je suis assez d'accord avec l'équilibre qui a été assuré un petit peu grâce à Lionel Zinsou sur le fait que, comme on dit souvent à propos des médias, on parle souvent des locomotives qui sont en retard, mais pas des trains qui arrivent à l'heure. Je pense qu'il y avait une vision assez angoissante qui a été donnée par les autres participants, et que par contre, Lionel Zinsou avait donné quelques signes que il se passe tout de même, il y a tout de même des endroits en France où il n'y a pas trop de trafic et où les gens vivent assez agréablement, donc ça équilibrait la source. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que ce qui manque un peu dans ces discussions et ce qui manque dans les médias, c'est une dimension morale, éthique qui devrait exister. Et pour ça, je voudrais signaler, d'abord il y a un historien qui a évoqué ces choses-là dans l'histoire pour expliquer la situation amorale un peu de la France, c'est Devar Esquiel qui vient d'être élu à l'Académie des Belles-Lettres. Et je conseille la lecture de ces différents... Les sciences morales. Pardon. Mais je voudrais signaler, j'ai entendu à la radio quelque chose qui m'a frappé, je crois que c'était sur France Culture, c'est l'histoire d'une Française qui a un nom bizarre, mais qui est vraiment française, qui fait partie de ces gens très brillants qui sont partis récemment ou qui partent récemment aux États-Unis. Elle s'appelle Fidji Simo. Elle a 39 ans et elle est devenue numéro 2 de OpenAI, donc une très grosse entreprise. Et il y a différents extraits dans la presse, mais il y en a un sur France Culture, je crois, où on racontait que elle insistait sur l'aspect nécessaire qu'il faut pour avancer, que les entreprises et que les groupes en général fassent preuve de coopération et ne passent pas leur temps à s'engueuler les uns les autres, comme c'est souvent la manie des Français. Et elle signalait que son expérience, elle l'a acquise comme fille de pêcheur sétois et qu'elle avait compris, en voyant comment fonctionnait son père, qu'il avait besoin de coopérer et d'avancer avec ceux qui, a priori, pouvaient être ses ennemis, les transporteurs, les commerçants, etc., etc. Donc, je renvoie à différentes choses. Je peux éventuellement trouver la référence sur France Culture sur l'histoire de Fidji Simo, qui est bien arrivée puisqu'elle est numéro 2 de OpenAI. Voilà. Bon, nous sommes contents d'apprendre, monsieur, grâce à vous, que France Culture a encore un auditeur et que nous ne les avons pas tous emportés avec nous. Bonjour à tous et merci pour votre émission. J'ai une question, mais j'ai pas forcément la connaissance pour bien y répondre. J'espère que vous allez m'aider. Il semble qu'il y a des pays où les gens qui arrivent donc qui sont des exilés, des immigrants, ont le droit de travailler. Je crois que ce n'est pas le cas en France. Est-ce que ça changerait la situation de donner à ces gens la capacité de s'intégrer plus facilement ? Est-ce que quelqu'un a une réponse Effectivement, c'est une question tout à fait intéressante. C'est en discussion. Je trouve que je fais partie du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. C'est une question qui est posée très, très régulièrement. Est-ce qu'il est logique d'empêcher ces gens de travailler, ce qui les amène nécessairement à avoir une situation dans l'illégalité, parce que bien évidemment, ils ont besoin de travailler. Alors, il y a des tas de... Pardon ? C'est les demandeurs d'asile uniquement dont on parle. Je ne sais pas si vous l'avez dit, j'ai entendu les immigrants.
de façon générale, c'est les demandeurs d'asile. Oui, c'est que les demandeurs d'asile, bien sûr. Oui, Jean-Louis a fait bien de préciser. Or, on a amélioré le traitement des dossiers des demandeurs d'asile, mais ça reste quand même encore trop long. Pour les autres, ils ne demandent aucune autorisation, ils se débrouillent pour travailler, bien évidemment. Voilà. Alors, bonjour à tous. Je crois que ce que j'ai compris du débat qu'on a eu tout à l'heure, c'est qu'il y avait un amalgame entre deux sujets connexes, mais distincts, qui sont le sentiment d'identité française dilué par une immigration plus récente. Il y avait une intégration qui fonctionnait bien pour les immigrations, alors on va le dire un peu brutalement, mais disons de populations qui étaient plutôt chrétiennes, et l'immigration des années 60-70 qui était plutôt musulmane, a plus de difficultés à s'intégrer. Et cette difficulté-là se traduit par un sentiment d'insécurité, même si probablement 90-95% des personnes sont totalement intégrées, mais il y a 5% qui posent problème et qui donnent un effet d'insécurité. Le deuxième sujet, qui est celui de l'immigration actuelle, récente, qui répond à un besoin de main-d'œuvre. Alors, pour le premier cas, traiter le sentiment d'insécurité, on voit bien que c'est un truc extrêmement complexe. Ça touche à l'éducation, ça touche à la politique de ghetto qu'on a eue dans les années 70 en termes d'habitat, toutes sortes de choses. Mais donc, je vais pas vous poser une question là-dessus, mais plutôt pour la deuxième partie, c'est l'immigration récente. Ne refaisons pas la même erreur. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour complètement intégrer? Quelles sont les mesures concrètes? Prenons les choses à l'envers en disant ouvrons grand les frontières. On a besoin de monde. Qu'est-ce qu'on doit faire pour intégrer des immigrants pas trop qualifiés? Parce que quand ils sont qualifiés, ça veut dire qu'on est en train de déshabiller les pays d'où ils viennent, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour les intégrer, les valoriser, enrichir la société française, et donc ne pas limiter finalement l'autorisation de travailler uniquement à ceux qui en demandent l'asile, mais à tout le monde. Jean-Louis Bourlanges. Moi, je n'ai pas dit, je crois que personne d'ailleurs n'a dit que c'était la rupture du modèle que j'ai évoqué, en citant après Béatrice Gérard Noiriel, était due au changement de religion. C'est certainement un élément important que l'immigration a cessé d'être catholique, chrétienne, et qu'elle soit devenue musulmane. C'est certainement pas le seul. Moi, ce qui me paraît aussi absolument fondamental, je crois l'avoir un peu exprimé indirectement, c'est l'affaissement de la capacité de l'État français à offrir un modèle d'intégration. Qui passait par l'école, qui passait par un certain nombre de choses, et qui faisait que il y avait une forte attraction du modèle. Maintenant, nous sommes rentrés dans un système, effectivement, assez largement, qu'on appelle l'entrisme, à propos du rapport sur les frères musulmans, mais qui est je m'installe dans ce pays, la France, avec mes idées, mes lois, mes mœurs, et je ne suis pas là pour m'assimiler. Ça, c'est le nœud du problème. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est extrêmement difficile. La première chose, la seule chose sur laquelle on soit à peu près tous d'accord, c'est la langue. C'est absolument essentiel qu'il y ait un meilleur apprentissage. Alors, Didier Lesky, qui est responsable administratif de tout ça, ironise un peu sur le fait qu'on va pas faire une université des langues alors qu'on n'enseigne plus les langues correctement pour le reste des Français. Si, le problème, c'est que effectivement, on devrait avoir un système beaucoup plus performant en matière de langue. D'ailleurs, je crois que l'un des contentieux qu'on a avec l'Algérie, moi, j'avais été très frappé quand j'avais accompagné le président de la République à Alger, du fait que toute la communauté française qu'on avait vue, etc., ils nous disaient tous, on ne peut plus apprendre le français, on ne peut plus enseigner à nos enfants le français. Donc on est dans un paradoxe complet entre des gens qu'on interdit, à qui qu'on empêche d'étudier le français, et des demandes massives de visa pour s'installer en France. Là, il y a l'obstacle linguistique, mais ça n'est pas tout. Et la vérité, c'est que c'est quand même profondément la revitalisation, et ça c'est un vaste programme de l'éducation nationale qui est en cause. Je crois que c'est ça. Sinon, et puis probablement des traitements plus... l'administration française est pas bonne à ça, les Suédois font ça très bien, une administration beaucoup plus personnalisée où on envisage les problèmes des gens concrètement. On leur dit il faut effectivement distinguer, il n'y a pas 3 cas pareils dans les immigrants qui arrivent, et l'État leur doit un peu un service à la carte et pas forcément un menu. Mais tout ça c'est une révolution culturelle, on en est loin. Béatrice Gibelin. Oui,
Il y a peut-être une possibilité, c'est au lieu de fermer les frontières en les accueillant au compte-gouttes, c'est permettre la circulation. Parce qu'en fait, on quitte pas son pays de gaieté de cœur, avec l'idée qu'on n'y reviendra pas et qu'on fera souche ailleurs. D'une immigration de travail, on est passé à une immigration de peuplement. À partir du moment, dans le milieu des années 70, on a quand même contrôlé, essayé de fermer les frontières, et qu'à ce moment-là, une fois qu'on était arrivé, on a fait venir femmes et enfants, parce qu'on n'a pas vocation à vivre sans sa famille. Donc l'idée d'une noria, et qu'on puisse aller et venir, on va travailler 3, 4, 5 ans et puis repartir, ça pourrait peut-être s'envisager, mais je ne suis pas sûre que ça puisse se faire, mais ça pourrait être une solution qui soit répondre à un besoin de main-d'œuvre, répondre à un besoin de gagner de l'argent, et puis pouvoir revenir chez soi. Mais mentalement aujourd'hui, dans les représentations qui sont celles partagées par beaucoup, je vois mal qu'on puisse avoir le discours de l'ouverture des frontières et qui puisse passer. On peut le regretter, mais pourquoi pas? Et dans la méfiance vis-à-vis de la religion musulmane, jusqu'à, on va dire, 1979 est une date importante. C'est-à-dire l'arrivée d'une théocratie en Iran, chez les chiites, qui va entraîner une réaction du côté sunnite, c'est-à-dire dans les golfes persiques, où on a énormément d'argent, puisqu'on a eu les chocs pétroliers qui sont antérieurs, et où on va vraiment inonder à la fois l'Europe, les Balkans, des associations, créer des mosquées sur une conception assez intégriste de la religion musulmane. Et ça, personne ne l'avait prévu. On voit bien, par exemple, en Algérie, où on sait qu'on a eu une guerre civile absolument tragique, c'est un pays où moi je suis allée à plusieurs moments, on voit bien une évolution à la fois avec des femmes qui résistent très bien et qui ne sont pas du tout prise dans la logique, mais quand même une pression sociale qui s'exerce. On le voit, ces pressions sociales, on le voit en France et on le voit par exemple dans les collèges, parfois même dans le primaire au moment du Ramadan. Moi, je vous assure, pour avoir enseigné pendant des années, plus de 30 ans en Seine-Saint-Denis, au début où j'enseignais, c'était les années 80, j'avais aucun étudiant qui quittait mon cours parce que c'était Ramadan et c'était la rupture du jeûne. À la fin de ma carrière, oui, c'était devenu un phénomène fréquent. Donc un changement important. Lionel Zinsou. Oui, je pense que vous avez raison. On n'avait pas beaucoup de temps pour faire des nuances et trouver des solutions. Mais il y a une situation française qui est bien meilleure que beaucoup d'autres sur le plan de l'intégration et qui se mesure par les mariages mixtes, qui sont très 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 rarissime en Grande-Bretagne par exemple, où le communautarisme est accepté, tout à fait assumé, et évidemment quand on regardait le gouvernement de Rishi Sunak, où vous aviez dans des fonctions régaliennes au Foreign Office quelqu'un qui était de la Sierra Leone ou du Ghana successivement, et un ministre très 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 dur contre l'immigration, mais qui s'appelait Madame Patel et qui était d'origine indienne d'Afrique de l'Est. On pouvait être très étonné du fait que ça paraisse tout à fait naturel. Et aujourd'hui, le parti conservateur a, ayant succédé à Rishi Sunak, une africaine à sa tête. Ça paraît très difficile quand même dans beaucoup d'autres pays d'Europe et notamment en France. En revanche, quand vous regardez la société profonde, il y a énormément, et donc il va y avoir une dilution évidemment naturelle comme elle s'est faite avec les Hongrois, où faut admettre qu'ils ne sont pas tous devenus présidents de la République, ou ministres de l'Intérieur quand ils étaient d'origine algérienne. Nous nous préparons à faire un grand destin à Monsieur Bardella, qui manifestement a des origines qui ne sont pas que autochtones. Bon. Et donc, si vous voulez, c'est un pays où il y a une intégration biologique, si vous voulez, fantastique, avec ces mariages mixtes dans toutes les origines.
Donc, la France n'est pas aussi hostile dans le rejet, que beaucoup d'autres pays. Mais sur la toute première question, qui n'était pas tellement une question, mais qui était un rappel du fait que on développe beaucoup d'éléments anxiogènes sur ces sujets, alors qu'on a peut-être bien d'autres sujets qui sont plutôt des sujets de classe, de problèmes. Vous voyez, Madame Ramayad, qui était secrétaire d'État aux droits de l'homme, qui était d'origine sénégalaise, qui est partie aux États-Unis, peut-être parce que, comme la personne que vous citiez, peut-être aller aux États-Unis, c'est intéressant aussi de voir comment la société évolue. Ramayad disait, en fait, mon problème, ça n'est pas d'être d'origine sénégalaise, c'est d'être né à Colombes. Et c'est, en réalité, il faut pas confondre non plus systématiquement, notamment à l'école ou autre, des problèmes qui sont des problèmes de classe, quand vous avez 80%, et non pas comme il y a 50 ans, 10% d'une classe d'âge qui va à l'université, l'école n'est pas la même. Mais elle n'est pas la même pour des raisons sociologiques. Il se trouve qu'il y a plus d'étrangers dans les banlieues qu'ailleurs, mais enfin, ce sont des problèmes sociaux réels, ce ne sont pas des problèmes mythiques sur le fait que on ait une autre religion ou une autre nationalité, une binationalité par exemple. Enfin, moi, ce qui me frappe dans les enfants de mes enfants, enfin les amis de mes enfants, c'est que la pratique du Ramadan fait un effet de booster du carême. Et donc je vois plein de gens qui se disent, enfin c'est pas raisonnable qu'on ne jeûne pas pendant le carême des chrétiens, et vous avez une reprise de l'activité. Oui, mais le Ramadan aussi il est limité. Les pratiques. Enfin, écoutez, moi je pense que tout à l'heure on a été désagréable avec le pape feu le pape François. D'un mot. Eh bien, je crois que vous avez dit quelque chose de très important, parce qu'il y a des sujets éthiques à mettre en place dans nos raisonnements. Ce qu'a fait le pape François, ou le fait d'avoir choisi un pape dont toute la pratique, au fond, a été péruvienne, bien qu'il soit de Chicago et d'origine française, mais c'est quand même, au fond, quand même, important, la voix du pape, franchement, sur ces questions de migration, ce qu'il a fait à Lampedusa, ce qu'il a dit sur les situations intolérables aux frontières de la Grèce, dans les camps de concentration, de rétention en Turquie, etc. Tout ça, il y a quand même une très grande partie du monde qui adhérait à ce discours. Merci Lionel. Pour illustrer ce que Lionel a dit sur la situation en Grande-Bretagne, il y a 10 ans, j'ai été nommé au Conseil franco-britannique, qui organise des colloques sur ce qui nous rassemble et sur ce qui nous divise, ce qui nous ne ressemble pas. La première réunion à laquelle j'ai été convié avait lieu au Foreign Office, dans une de ces gigantesques salles avec 6 ou 7 mètres de plafond, une gigantesque table en acajou, et en face de moi il y avait tous nos collègues britanniques, qui étaient présidés par un lord écossais qui avait dû être trouvé dans un studio de cinéma, tellement il avait l'air d'un lord écossais, y compris le bronzage intérieur dû à l'absorption des liqueurs de son pays, et autour de lui, pour l'encadrer, il y avait un Ghanéen, un Sikh, une Pakistanaise, un Anglais, un Gallois, une Nigériane, et de notre côté, il y avait un Normalien, un énarque, un polytechnicien, un Normalien, un énarque, un polytechnicien, un énarque, un Normalien, un polytechnicien, et tout au bout, moi, c'est-à-dire le représentant de l'ignorance. Jean-Louis Bourlange. Un mot pour répondre sur le pape, puisque c'est moi qui ai été mis en cause. Oui, je considère que le pape, le feu pape ne m'était pas sympathique, je dois dire. Je trouve qu'il avait l'humilité arrogante. Et en l'occurrence, sur l'immigration, je crois que autant c'est tout à fait normal que l'Église se préoccupe d'un traitement
digne de tous ces immigrés qui sont de pauvres gens, j'ai parlé en ces termes tout à l'heure, et qui sont en perdition sur la Méditerranée ou ailleurs, c'est tout à fait... Mais en revanche, la hauteur avec laquelle on enjoignait aux États européens d'ouvrir les frontières, etc. Je trouve que ce n'était pas responsable. Donc je pense qu'il y avait une très très bonne approche sur le plan humain, mais qu'en revanche la condescendance avec laquelle il envisageait les problèmes qui sont ceux de dirigeants européens, qui sont des problèmes extrêmement complexes, car comme je l'ai dit, si vous abaissez toutes les frontières, si vous laissez le mouvement général, il est évidemment que les États qui ont un système social bien plus développé que les autres, comme les États européens, sont destinés à accueillir toute la misère du monde, comme dirait Rocard. Et ça, c'est une nécessité que le Vatican devait aussi prendre en compte. Et avec le pape Bergoglio, on n'avait pas ce sentiment qu'il prenait en compte cette légitime et qu'il avait cette exigence légitime et qu'il avait au contraire un quasi mépris pour les États européens, qui ont certainement beaucoup de choses à se reprocher, mais le pape n'est pas dispensateur de mépris. Merci. Dernière question, madame. D'accord. Merci. Donc, je voulais d'abord préciser ce que sont les OQTF. Les OQTF sont prises à l'encontre des étrangers qui n'ont pas le droit de séjourner en France, mais elles sont pas prises à l'encontre des délinquants étrangers. Lorsqu'un étranger menace l'ordre public, c'est un arrêté d'expulsion qui est pris. Donc il y a vraiment très très souvent cette confusion qui est faite dans les médias et je le regrette vraiment parce que ça n'est pas du tout la même réalité. Alors pardon, vous voulez dire que les arrêtés d'expulsion sont plus respectés que les OQTF ou plus efficaces ou c'est pas la même chose? Je n'ai pas les statistiques, mais déjà les arrêtés d'expulsion sont beaucoup moins nombreux que les arrêtés d'obligation de quitter le territoire français. Oui, mais s'ils sont aussi peu efficaces, ça ne nous console pas beaucoup. C'est juste une différence juridique. Sauf que les étrangers délinquants sont moins nombreux que les étrangers non admis à séjourner sur le territoire français. Ça nous rassure par contre. Tout à fait. Donc je pense que je pense que c'est important de savoir quelle est la réalité des décisions administratives. J'avais une question par rapport donc on constate effectivement qu'il y a beaucoup d'étrangers qui s'installent, qui travaillent dans l'illégalité et puis qui viennent à un moment devant l'administration et souhaitent voir régulariser leur situation. Et on constate dans les dossiers que bien souvent, ces étrangers sont là depuis 3-4 ans, voire beaucoup plus, ont travaillé et répondent à des besoins. Et je m'interroge sur les organisations patronales. Il y a des employeurs qui les emploient. Il suffit d'aller dans les restaurants. On voit très bien que ça répond à vraiment un besoin économique. Et je m'étonne que j'avoue que je ne sais pas, je comprends pas pourquoi finalement le pragmatisme fait pas que il y ait pas plus de régularisation et qu'il faille passer par l'administration, la justice, et puis que ces gens-là, ces étrangers qui finalement sont là depuis 4-5 ans, voire même davantage, finalement, leur parcours en France se termine par une OQTF. La régularisation des gens qui travaillent dans les métiers dits en tension était ce qui était demandé par le rapport dont M. Retailleau a retardé la publication jusqu'après les élections à la présidence de son parti, comme je le disais tout à l'heure, et dont il n'a tenu aucun compte dans les décisions qu'il a prises après la publication. Richard Verly. Il est vrai, vous avez raison que j'aurais dû être plus précis, mais dans mon esprit, donc pardonnez-moi de ne pas avoir fait cette distinction entre OQTF et arrêté d'expulsion, la différence majeure étant que l'arrêté d'expulsion prévoit
une expulsion par les autorités françaises et que l'OQTF prévoit que la personne frappée de l'interdiction de quitter le territoire le quitte par ses propres moyens dans une durée de 30 jours. C'est-à-dire que les OQTF peuvent permettre, et c'est en ça que je faisais la référence à la Suisse, peuvent permettre la mise en place d'une incitation volontaire. C'est-à-dire qu'en gros, dans le cas suisse, les termes administratifs ne sont pas les mêmes. Si vous êtes frappé d'une interdiction de quitter d'une obligation de quitter le territoire, c'est-à-dire en gros vous êtes resté plus longtemps que prévu, que ne le prévoyait la carte de séjour que vous aviez, eh bien vous pouvez prétendre à une prime, une incitation financière au retour qui fait en sorte que vous êtes plus enclin à rentrer par vos propres moyens. Et en revanche, l'expulsion, elle est mise en place par les autorités publiques qui doivent, en gros, vous remettre dans un avion ou bien dans un transport à destination de votre pays d'origine. C'est vrai. Donc, pour moi, au QTF, c'était la question du retour. C'est pour ça que je parlais de la directive retour européenne. Je continue de penser, de manière assez ferme, que la question du retour des étrangers, soit parce qu'ils sont en situation illégale, soit parce qu'ils ont commis des actes délinquants répréhensibles et qu'ils ont été condamnés pour cela, ce qui n'est évidemment pas du tout la même chose, eh bien cette question du retour, elle est au cœur du débat sur l'immigration et il est bienvenu que l'Union européenne l'empoigne. Malheureusement, à mon avis, c'est trop tard et ça aurait dû être fait en même temps que le pacte d'immigration. Une grande raison pour laquelle ce pacte sur l'immigration n'a pas été jugé comme crédible, c'est qu'il n'avait pas ce volet retour. Maintenant, bien évidemment, il faut toujours que les obligations de quitter le territoire soient assorties de recours, et Jean-Louis a mis le doigt sur le sujet principal, c'est le cas de ces gens qui ont un emploi, qui travaillent, dont les patrons souvent réclament le maintien dans le territoire français, mais qui administrativement ont dépassé la durée de leur titre de séjour. Ça, c'est un réel sujet. Pour une intervention très brève, Lionel Zinsou. Oui, merci. Vous voyez, c'était quand même utile de vérifier qu'on savait ce que c'était que les OQTF, parce que vous nous apportez des informations qui, à mon avis, sont ignorées de 99% des Français. Alors, moi, j'aime bien les paradigmes suisses. Et je suis extrêmement reconnaissant à ma grand-mère d'être valaisanne. Mais enfin, ça veut dire un changement considérable. Si quelque part, dans une vallée du canton de Vaud, vous avez l'équivalent d'une OQTF, mais vous allez être dénoncé par tous vos voisins. Le corps social expulse les gens. En France, il est possible d'avoir un contrat de travail. C'est pas du tout illégal. Vous avez des gens qui n'ont pas l'autorisation d'être sur le territoire. Et ils ont un contrat de travail. Et d'ailleurs, c'est avec ce contrat de travail qu'ils vont à la préfecture pour demander une carte de séjour et se faire régulariser. Et d'ailleurs, on régularise énormément, en fait. Et rappelez-vous l'argument de Gérald Moussa Darmanin, quand il a présenté la loi sur l'immigration. Il a dit, c'est la première fois que cette loi, qui au fond est favorable aux immigrants utiles, et voilà, c'est par la loi qu'ils pourront être régularisés, et non pas par des circulaires plus ou moins, au fond, clandestines. Mais il y a évidemment des flux très importants. Et puis alors, vu d'un pays africain, il n'y a pas que les pasteurs et les curés et les prêtres. On regorge de séminaristes, vous aurez observé que c'est pas le cas en France. Mais c'est des médecins, mais ce sont des chercheurs, tous nos mathématiciens, tous nos ingénieurs partent en Europe, tous. Et alors, par exemple, le brain drain sur le Maroc était très impressionnant, vers la France, l'Espagne, et on vous donne immédiatement ou une nationalité Schengen ou une carte de séjour. Donc, il y a en réalité, une acceptation du fait que mes enfants sont à l'école, je paye les charges sociales, j'ai un contrat de travail, mais j'ai pas le droit d'être sur le territoire. Et ça, c'est parfaitement défendu par les entreprises, sinon elles seraient complètement en échec, et par les collectivités locales. J'ai un gendre qui est directeur général des services d'une grande ville à quelques centaines de mètres d'ici. Il est impossible de recruter quiconque pour l'assainissement, la voirie, etc., la sécurité, dans cette ville.
Donc si on ne fait pas avec le Mali, si vous voulez, on ne sait pas faire. Et c'est ce que Jean-Louis appelait de l'hypocrisie. C'est la situation, elle est que on en a besoin, et d'ailleurs on s'organise pour satisfaire ce besoin en fait. Merci à tous. Merci évidemment à l'Union des entreprises de proximité qui nous a accueillis. Merci à Damien Delhomme et à Arnaud Galabé qui ont enregistré ces échanges après avoir enregistré dimanche notre conversation. Rendez-vous la semaine prochaine pour une émission d'actualité, puis la semaine suivante pour une émission à l'école alsacienne le 15, je suis en train de me tromper dans les dates. Enfin bref, l'école alsacienne c'est le 15 et la semaine prochaine c'est une émission d'actualité. Merci à tous.